faut que le salon se passe bien, parce que pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leurs bêtes, avec leur travail, pour le montrer là. Je veux dire... Monsieur le Président, ça ne tient qu'à vous. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est les agriculteurs, donc on est européens, on est sortis, vous le savez, en masse. Entre autres, dans nos crânes, c'est ce fameux pacte vert européen. Moi, je peux pas être contre le fait qu'on me dit, voilà, à horizon 2050, il faut que l'Europe soit neutre en carbone. Notre gros souci, c'est moi, j'ai le sentiment, agriculteur, qu'on y va trop fort, trop vite. Est-ce que je me trompe? Et sous-jacent, la question, c'est ces transitions, qui paye? Alors, la réponse à la deuxième question est très simple, le consommateur. Parce que si ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le contribuable, et c'est le même individu, juste on ne lui prend pas de la même manière dans la même poche. D'accord? Donc, de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir un débat. Alors, je pense que le pouvoir politique aujourd'hui est incapable d'avoir un débat adulte avec la population et de lui dire droit dans les yeux, comprenez bien que votre nourriture, elle vaut 10 fois moins cher qu'il y a un siècle, et que c'est grâce à ça que vous pouvez vous payer Netflix, des smartphones, etc., et que vous pouvez boire du coca plutôt que manger des pommes. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que des gens soient capables de le leur dire. Alors au Shift Project, enfin en tout cas moi, je suis capable de leur dire, même si ça ne fait pas plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est pas pour vous cirer les pompes, je pense qu'aujourd'hui on met l'agriculture dans une quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on lui demande, on la met dans des injonctions. Alors beaucoup de secteurs sont dans des injonctions contraires aujourd'hui, hein. Mais on ne peut pas dire au secteur agricole, vous allez faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui, mais on va vous payer moins cher. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication? Et là, c'est pareil, je vous invite à la réflexion là-dessus. Je pense qu'on va être obligé de démondialiser l'agriculture. Je pense qu'on va être obligé de revenir à un encadrement des prix. Je pense qu'on va être obligé de revenir à une forme de protectionnisme, parce que je ne vois pas comment, en restant dans un marché ouvert qui est incapable de vous donner des directions sur 30 ans, c'est pas fait pour ça le marché, d'accord? Il n'a jamais été fait pour ça. Il est fait pour gérer des ajustements et des fluctuations dans une direction qui est tracée par ailleurs. Mais il ne trace pas la direction. Ou en tout cas, s'il la trace comme il veut, pas nécessairement comme ça nous arrange. Donc je pense qu'il va falloir accepter de payer la contrepartie des modifications de cahier des charges que la collectivité souhaite demander aux agriculteurs. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait plus d'alouettes des champs, et je dis, il faut que je paye pour ça. C'est pas à vous de payer pour ça, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'argent. Donc c'est à la collectivité de dire, si je le désire, je le paye, quoi. Bon. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut garantir l'équation d'une augmentation des prix unitaires aux agriculteurs dans un marché ouvert où, à l'évidence, ceux qui vont s'imposer un surplus de charge, un truc à la con, passer en bio, diviser vos rendements par 2 dans les grandes cultures, enfin en ordre de grandeur, moins 40%. On ne peut pas vous mettre en compétition avec des gens qui ne sont pas bio. Sinon, vous n'allez jamais le faire. Bon. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut une garantie de revenus. Alors pour le moment, la garantie de revenus est amenée par des labels, c'est-à-dire quelque part des engagements volontaires. Moi, je fais l'effort d'aller acheter mes pâtes bio, d'accord? Et donc je fais l'effort de contribuer, mais parce que bon, moi ça ne coûte pas grand-chose, de le faire. Mais à un moment, il va falloir soit l'accepter, soit l'encadrer. Mais il ne va pas y avoir 253 autres manières de faire. Enfin, en tout cas, bon, sous réserve de ce que Shift Project dira sur l'agriculture dans 1 an et demi, peut-être qu'il me déjugera en disant « Jean-Marc, tu as raconté que des conneries », donc on censurera ce passage. Mais aujourd'hui, je vois mal comment on peut demander aux gens de produire plus propre, entre guillemets, et de ne pas en payer le prix. Est-ce qu'on peut faire ça en restant dans un cadre européen? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir de l'Europe, mais je pense que l'Europe doit revisiter son mandat. L'Europe, elle s'est faite quand même sur l'idée que le grand marché allait rapprocher les peuples parce qu'on allait tous faire des affaires les uns avec les autres au sortir de la guerre, ce qui a marché un certain temps, hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire l'Europe, c'est avant tout un grand marché. Et du reste, on le voit bien dans un certain nombre d'autres secteurs, et notamment dans des secteurs industriels. On a commencé à sortir de cette logique. Et dans le domaine agricole, on a toujours été un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on dit à la fois c'est un grand marché, mais on va vachement réglementer le secteur, lui donner des aides, lui dire de faire comme ceci, comme cela. Voilà. Donc il faut pousser le curseur vers... il faut que ça soit organisé différemment, je crois. La deuxième question... Voilà, le micro. Vous avez déjà le micro. J'ai le micro, donc vous avez le micro. Je vais en profiter. Moi, j'aimerais revenir sur le graphique lié aux agents pathogènes et globalement à... ce dilemme entre enjeux climatiques et produits phytosanitaires. Je ne veux pas faire de provoque là-dedans, mais en disant, enfin, vous semblez dire, en tout cas c'est ma compréhension,
qu'on va avoir de plus en plus d'enjeux autour des agents pathogènes, et donc de la protection des cultures par la porte ou par la fenêtre. Par ailleurs, vous l'avez évoqué aussi, l'enjeu il est lié à la fertilisation d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, non pas lié aux produits phytosanitaires finalement, du point de vue du réchauffement climatique. Comment on concilie l'enjeu climatique avec la baisse de consommation des produits phytosanitaires? Alors, il y a une première partie de la réponse, je viens de la faire. Il y a une équation économique autour de ça à trouver. Et une deuxième partie, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui à l'INRA et équivalent travaillent sur ce cahier des charges, mais il me semble que d'une manière générale, il est important et urgent que le jus de cerveau qu'on investit en France dans la préparation de l'avenir se fasse avec le bon cahier des charges. Donc je ne sais pas si l'ensemble des chercheurs de l'INRAE travaillent avec un cahier des charges qui inclut tout ce que je vous ai raconté. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire d'urgence. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait donner aux chercheurs de l'INRAE un cahier des charges qui est quelles sont les options possibles dans un monde dans lequel on a à la fois un enjeu de biodiversité et un enjeu de réchauffement climatique. Dites-nous quelles sont les options possibles. Et une fois qu'on a les options possibles en termes strictement agronomiques, à ce moment, on peut regarder quelles sont les contreparties possibles en termes économiques. Voilà. Vous dites, et en réponse à la question agricole, vous dites, en fait, une partie de l'équation économique, c'est l'augmentation des prix de l'alimentation. De la nourriture en sortie d'exploitation. Voilà. Je suis un peu plus précis que ça. Voilà. Comment vous articulez ça avec le fait qu'il y a aujourd'hui pas tout à fait 15% de nos concitoyens qui ont recours à l'aide alimentaire et 25 à 30% qui comptent de manière très serrée pour leur alimentation? Parce qu'en fait, même quand vous êtes à la campagne, et ça vous le savez très bien si vous vous intéressez à l'économie du secteur, vous mangez essentiellement des produits transformés. Donc en fait, les gens ne voient pas, eux, le prix des produits en sortie d'exploitation. Ils voient le prix des produits en sortie de caisse. Et aujourd'hui, donc c'est ces prix-là globalement qui ont tendance à augmenter. Et par ailleurs, ils n'ont pas du tout l'intention de renoncer à l'abonnement à Orange, l'abonnement à je ne sais pas quoi. Ils se sont mis dans un système, comme tout le monde, dans lequel ils sont dépendants de la voiture, ou ils sont dépendants d'autres choses. Alors, soit ils sont dans une ville dense et ils ont un problème de loyer, soit ils sont en dehors de la ville dense et ils ont un problème de bagnole. Mais enfin, d'une manière générale, ils ont des dépenses contraintes quelque part. Et c'est dans ce contexte dans lequel ils ne sont pas capables d'arbitrer à bref délai. C'est déjà des gens qui ne partent pas beaucoup en vacances ou qui ne partent pas du tout. Là, on est en pleine vacances d'hiver. Je rappelle qu'il y a 8% des Français qui partent en vacances d'hiver et la moitié là-dedans seulement qui font du ski alpin. Bon, donc ça n'empêche pas la télévision tous les ans de nous montrer les embouteillages des gens qui y partent, mais enfin, c'est une petite fraction de la population. Donc en fait, c'est le problème de l'arbitrage à bref délai qui font que ces gens-là, ils ont des problèmes. Et puis par ailleurs, on a aussi, vient se superposer à ça, des habitudes alimentaires qu'on a prises. Et je le redis, quand vous discutez actuellement, ce que vous avez peut-être fait avec des gens de la grande distribution, ils vous disent qu'en période d'inflation alimentaire, les gens achètent moins de produits frais et ils continuent d'acheter autant de Nutella et de Coca qu'avant. Et pardon ? Voilà. Et l'hypothèse que j'ai entendue pour ça, c'est que vous n'acceptez pas que vos gamins disent dans la cour de récré que vous n'avez plus les moyens de leur acheter du Coca. Donc voilà, c'est ça que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ça que j'ai entendu. Donc il y a, enfin, c'est tout un système qui fait qu'à court terme, vous avez ce genre de problème à gérer. Et puis toujours pareil, j'ai entendu il n'y a pas longtemps Dominique Schelcher, donc le patron de Système U, expliquer que quand il voulait donner des légumes aux Restos du Cœur, les Restos du Cœur lui disaient mais on n'en veut pas parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Donc il s'est retrouvé avec des choux-fleurs qu'il n'arrivait pas à leur fourguer. Alors que je peux vous assurer que le plat, la portion de chou-fleur ramenée à l'individu, je ne pense pas que ça ruine les gens. Hein, mais voilà. Voilà. Donc c'est la conséquence de court terme de tout un système. Et pour finir là-dessus, c'est évident, et sur le reste c'est un de vos sujets à la profession, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est très compliqué Enfin, l'agriculture et l'agroalimentaire, avec ce que j'ai raconté, ça va demander plusieurs générations de réorienter le système. Ça va nécessairement se faire dans un contexte dans lequel les trains qu'on a déjà ratés vont provoquer des craquements dedans. C'est évident, il va y avoir des craquements dans le système parce qu'on a déjà raté des trains. Et même si, à partir de maintenant, on commence à avoir un cadre très clair, à peu près consensuel, dont les contreparties sont bien comprises et acceptées, même avec ça, on va en avoir pour des décennies
avant d'arriver à faire un truc qui se retrouve à l'équilibre, j'ai envie de dire. Surtout que le climat, lui, il va dériver maintenant pendant des siècles. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est clair que c'est un des enjeux pour vous, enfin pour vous, pour la profession, c'est d'avoir en face de soi une forme de stabilité dans les contreparties, notamment du côté du pouvoir politique. Mais j'ai rien dit.